Bonjour! Alors, bienvenue à ce panel Sciences et BD présenté dans le cadre du 10e Festival de la BD de Montréal. Je suis Antonia Lenné-Granger, puis c'est moi qui vais animer cette discussion aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on parle de sciences en bande dessinée avec 4 artistes super inspirants. Puis, on aimerait remercier les éditions Michel Quintin, qui sont notre commanditaire pour cette activité. Alors, pour commencer, j'aimerais présenter chacun de nos invités, puis en fait, qu'ils nous parlent un petit peu de leur parcours et de qu'est-ce qui les a amenés à s'intéresser à mélanger la science et la bande dessinée. Alors, on va commencer par Martin PM, si tu peux te présenter. Bonjour, Martin PM. Je suis auteur de BD, mais j'ai eu un parcours un peu sinueux. Moi, à la base, je suis biologiste de formation. J'ai un bac puis une maîtrise en bio. J'ai fait de la recherche pendant plusieurs années, surtout en gestion de la faune, travailler avec des populations d'oiseaux. Mais en même temps, je dessinais, je faisais de la bande dessinée un peu plus pour mon plaisir, mais ça devenait de plus en plus sérieux. Au Québec, on a une scène aussi assez forte en auto-édition, donc j'ai coordonné des collectifs aussi comme le collectif Crémage qui est moins scientifique. Donc, j'ai été plus connu dans les dernières années pour ça. Euh, mais donc, est venu un moment, il y a 5-6 ans, où je me suis lancé plus à temps plein euh, dans, euh, dans la bande dessinée puis dans l'illustration. Puis c'est un peu naturellement que je suis allé. En fait, j'ai toujours été intéressé par le documentaire, par aborder toutes sortes d'enjeux scientifiques, mais aussi sociopolitiques. Puis c'est un peu naturellement que je suis allé vers des sujets scientifiques comme c'est ma formation, c'était mon réseau. Puis ça l'a fait un peu boule de neige. Je me suis mis à faire beaucoup de collaborations avec des gens qui sont dans le milieu de la recherche, dans le milieu académique, puis qui cherchent à transmettre leur savoir, qui peut être assez complexe, mais vers la population en général. Puis, ben, la bande dessinée, c'est un médium qui est de plus. Je pense qu'ici, il n'y a personne qui va remettre ça en question. C'est un excellent médium, puis qui est de plus en plus populaire Mhm. pour faire soit du reportage ou du documentaire. Donc, euh, donc voilà, je sais pas si c'est maintenant que vous vouliez partager des exemples ou si tu veux faire un tour de table avant qu'on revienne à des exemples Oui, visuels. ben on peut montrer, ouais, peut-être une image ou deux du travail de Martin, puis après ça, on va passer à la prochaine personne. Puis, oui, c'est ça. Donc, oui, on peut. Donc voilà, j'ai beaucoup travaillé dans les dernières années sur des projets plus ou moins brefs, donc pas nécessairement des projets de livres, mais là, par exemple, ça, c'est une chronique science que j'ai tenue dans la revue Planche, qui est une chronique sur la recherche du cougar de l'Est au Québec, qui est une espèce disparue, mais dont beaucoup de gens croient encore à l'existence et croient avoir vu. C'est un peu notre monstre du Loch Ness. Tu peux passer pas à la suivante, mais à la troisième, là, rapidement. Ça, c'est beaucoup des formats. C'est des super courts formats, des fois de 2, 4 planches, 6 planches que je fais avec des chercheurs. Donc, c'est un exemple d'une étudiante au doctorat qui travaillait sur le périphyton, qui est l'espèce de glu qu'on retrouve sur les roches ou sur les quais à moitié immergés, puis qu'elle exposait au Roundup, le fameux pesticide de Monsanto, le glyphosate. Donc, c'est vraiment des courtes capsules pour venir expliquer, donner un aperçu du travail des chercheurs. Donc, c'est le genre de projet que je fais souvent. Puis bon, il y en a d'autres, puis j'y reviendrai là, un peu plus tard. Super, ben merci beaucoup, Martin. On a aussi avec nous Jean-Yves Duhoux. Peut-être tu peux nous parler un peu de ton parcours. Oui, alors contrairement à Martin, c'était intéressant ce qu'il disait. Je suis aussi dessinateur de bande dessinée, mais je suis dessinateur, j'ai aucune formation scientifique. Et Mhm. c'est plutôt le dessin qui m'a amené à, le style de dessin qui m'a amené à m'intéresser à des sujets, à découvrir des sujets, comment dire, euh, à décrire. J'aime bien le côté pédagogique, j'aime bien le côté schématique, explicatif, et c'est assez naturellement qu'il y a eu une, euh, une évolution vers le domaine scientifique. En fait, c'est plutôt le domaine scientifique peut-être qui m'a choisi petit à petit en fonction de mon style de dessin et de mon parcours, puisque au départ, j'avais absolument pas idée que j'allais faire ça. Et je me retrouve totalement à m'intéresser à des sujets, à me plonger dans un sujet que je connais pas, le découvrir au moment où je l'étudie, où je le fais, où je le traite,
juste avant les lecteurs, en fait. J'ai fait beaucoup de reportages scientifiques sur des formats assez courts, en traitant énormément de sujets différents pour le journal de Spirou pendant plusieurs années. Et là, c'est la première fois avec l'album qui vient de sortir, qu'on a vu, Mister Cerveau, que je travaille sur un album de plus longue durée, sur un seul sujet. Ce qui m'a demandé de bien faire chauffer mon cerveau pas mal de temps pour pouvoir m'en sortir d'un tel sujet. Super, merci beaucoup. On a avec nous aussi Héloïse Chauchois. Bonjour. Bonjour. Du coup, moi, c'est un peu plus comme Jean-Yves, c'est-à-dire que j'ai passé un bac scientifique et voilà là où s'arrêtent mes études de sciences. Et après, j'ai fait des études d'art appliqué dans une école à Paris qui s'appelle l'École Estienne, qui est une école spécialisée dans les métiers du livre. Et j'ai fait une première formation qui s'appelle un diplôme des métiers d'art en illustration. Et c'est dans cette formation-là que j'ai vraiment découvert la bande dessinée et que j'ai commencé à en faire de manière importante. Enfin, j'avais fait mon diplôme en bande dessinée. Enfin, voilà, c'est un médium qui est formidable et je me suis dit, mais enfin, voilà, c'est là que j'ai commencé à me dire que j'avais envie de bosser là-dedans. Et à la fin de cette formation, j'étais encore très jeune et je ne voulais pas me lancer dans le monde du travail parce que à 20 ans, ça fait peur. Et l'école proposait une formation supérieure qui s'appelle le DSA-DIS, qui veut dire Diplôme supérieur d'art appliqué, option design d'illustration scientifique. Et voilà. Et c'est là qu'on raccroche les wagons parce que c'est une formation qui apprend à communiquer la science par le dessin. On apporte ce qu'on veut et on utilise le type de dessin qu'on veut. Et moi, c'est à ce moment-là que je me suis dit que j'allais utiliser la bande dessinée que j'avais découvert avant au service de la communication scientifique. Et c'est dans cette formation-là que j'ai commencé à développer ça et que j'ai trouvé ça formidable, vraiment le documentaire, et que je me suis lancée après professionnellement plutôt dans cette direction-là. Voilà. Puis oui, on a parfait. Donc avec nous, on a aussi notre dernier panéliste, donc Richard Vallerand. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, ouais, c'est ça. Moi, je suis auteur de BD depuis 10 ans. Mais avant ça, j'ai eu d'autres métiers. Donc, c'est ça, moi, c'est un peu comme Jean-Yves, je suis passé plus par le dessin en premier. J'ai commencé ma carrière plus en dessin animé. Pendant quelques années, j'ai travaillé dans ce domaine-là. J'ai aussi j'ai fait du jeu vidéo. Donc, ça a été comme un long parcours tortueux avant d'en arriver à la BD. Puis, il y a peut-être une dizaine d'années, ça, j'ai joint un collectif, là, un atelier qui s'appelle La Shop à Bulles à Québec. Et puis, c'est ça, on a chacun nos projets. Donc, je fais pas que de la BD scientifique, mais c'est sûr que dans les débuts, moi, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup là, avec les reportages BD. Je voyais qu'il y avait vraiment comme un beau potentiel de ce côté-là. Donc, j'ai commencé à travailler avec des magazines comme Nouveau Projet. D'ailleurs, Martin travaille aussi, a travaillé plusieurs fois avec eux autres aussi. Là. Donc, ça a été une belle première expérience où je suis allé, en fait, faire un reportage dans une école pour voir un peu comment ça se passe au niveau de l'enseignement. Puis, j'ai un peu eu la piqûre à ce moment-là. J'ai réalisé que j'avais envie d'explorer encore plus ça, plus à fond. Puis, il y a un magazine qui a commencé dans ces années-là, ça a peut-être 6-7 ans, où que le magazine Curium existe. Et puis, dans les débuts, j'ai commencé à travailler avec eux autres comme illustrateur, puis pour faire quelques BD aussi. Et ils m'ont proposé, je voyais qu'il y avait une ouverture là, pour avoir des séries. Donc, je leur ai proposé la série Les Laborats, qu'on voyait un petit peu au début dans le petit panel lié à Michel Oui, c'est ça, Quintin. des images qu'on peut montrer peut-être des laborats. Curium, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un magazine pour les adolescents. Donc, c'est ça le magazine scientifique pour Parfait. C'est ça, ça fait partie en fait de la famille des débrouillards. Là. Donc, ils ont plusieurs magazines qui s'adressent à différents groupes d'âge. Les Curium s'adressent à un public un petit peu plus vieux, préadolescent, adolescent. Donc, c'est ça, j'ai commencé à travailler, à développer cette série-là avec eux. C'est étonnant comment des fois, à un moment donné, quand tu commences à développer un créneau comme ça, tu as plusieurs opportunités qui déboulent. Donc, je fais aussi, je travaille avec le Jardin botanique. Je fais une série que j'aime beaucoup aussi, qui parle des différents grands botanistes qui ont existé. Donc, ça, c'est une série récurrente que je fais 2 fois par année.
Mais bon, c'est ça. Donc, ça, c'est une partie de ma production au niveau de la BD scientifique. Puis, avec, pour certains projets, j'ai travaillé avec des scénaristes, mais vraiment pour Curium et à certains égards avec le Jardin botanique aussi, j'ai fait mes propres scénarios. Donc, c'est vraiment j'aime beaucoup ça, cet aspect-là, le fait de pouvoir faire les deux. Là. Donc, on peut en parler plus par la suite. Là. En Ben gros, oui, c'est ça. certainement. Ça résume. Ouais. Parfait, super. Puis on peut peut-être montrer quelques images aussi du travail d'Héloïse là, qu'on n'a pas eu la chance de voir pendant que tu nous parlais, donc pour que tu nous en dises un mot. C'est possible. Ah, on va trouver. Ah, ok, parfait. Bon, peut-être on les montrera tout à l'heure pour la fabrique, ton projet de la fabrique, donc on y reviendra. Donc, ben, ma première... sur les... Oui, c'est sur quoi? Oui, c'est ça, tu peux nous en parler. Oui, bah, c'est ma première bande dessinée, c'était sur les amputations et les prothèses, par exemple. C'était un super projet, en fait, très, très intéressant, notamment parce que moi, je suis souvent amenée, alors là, je suis scénariste en l'occurrence, mais souvent, je travaille avec des scénaristes ou bien sûr avec des scientifiques, et je suis souvent amenée à m'intéresser à des sujets qui ne viennent pas de moi et auxquels je ne me serais pas forcément intéressée à la base. Et c'est ça qui est passionnant aussi dans notre métier, c'est qu'on découvre et on apprend plein de trucs de par les sujets sur lesquels on travaille. Voilà. Oui, effectivement. Puis ça peut être des sujets assez inattendus, comme tu dis, où se serait pas nécessairement intéressé par le cours naturel des choses. Peut-être que Martin, avec sa résidence d'artiste, pourra nous en glisser un mot aussi tout à l'heure sur des sujets un petit peu inhabituels, je pense. Donc, en fait, ma première question pour vous, sentez-vous libre, là, ceux qui veulent répondre. C'est quoi votre objectif principal quand vous faites une bande dessinée scientifique? Est-ce que c'est plus de transmettre une information, de divertir, de sensibiliser, un peu tout ça? Qu'est-ce que vous considérez si vous dites ça, c'est réussi, c'est parce que j'ai réussi à faire quoi par rapport au public? Si je peux répondre, Oui, il y a bien sûr. une espèce d'excitation au départ à découvrir un sujet qu'on découvre pour la première fois, ou alors en ce qui me concerne, je vais peut-être m'y intéresser à certains moments, parce que comme tout le monde, je vais lire des journaux, je vais lire des livres, je vais m'intéresser à plein de choses, mais j'ai pas le temps de tout creuser. Et un jour, il se trouve qu'il y a, ça évoque ce que disait Héloïse, une sollicitation, une opportunité, une discussion avec un éditeur, avec un personne de notre entourage pour un rédacteur en chef ou quelqu'un avec qui on discute, soit une proposition claire, soit une sollicitation d'aller dans une direction. Est-ce que tu ne voudrais pas réfléchir pour mon journal à tel sujet ou à une rubrique qui parlerait de science? C'est ce qui s'était passé pour moi. Et ça m'avait tout de suite énormément intéressé. Et il y a une certaine excitation à choisir un sujet nouveau et à le faire partager. Et surtout dans le domaine scientifique, il se passe des choses incroyables à toutes les échelles. Donc c'est plutôt cette histoire c'est une envie en fait, une envie au départ de se plonger dans un sujet et de le faire partager. Ouais, je pense qu'à la base, il y a vraiment c'est ça, une envie comme un peu quand il y a quelque chose qui nous fait plaisir ou qui nous émerveille nous-mêmes, on a comme c'est une envie de partager cette information-là ou ces faits-là. Mais après, je pense, pour moi, c'est comme toujours une perpétuelle quête dans l'équilibre. C'est-à-dire que oui, il y a vraiment il y a les données factuelles, mais là, après, c'est comment les rendre digestes ou les transmettre. Puis c'est là que pour moi, il y a comme une recherche d'équilibre entre le récit, la mise en récit, puis ce qui est plus l'information scientifique fondamentale, mais que pour moi, c'est présenté de manière trop... Des fois, souvent, mes premiers gestes sont très didactiques puis un peu drabes. C'est vraiment comme quasiment scolaire. Puis je fais comme, OK, il n'y a pas d'amorce, il n'y a pas d'accroche ou c'est pas assez fort. Puis comme il n'y a pas assez comme un fil narratif qui est amusant à lire. Puis là, c'est là comme qu'il faut que je retravaille, puis il faut que je trouve un peu l'histoire. Fait que c'est là qu'il y a comme l'équilibre, puis de pas non plus comme
Puis après, je pense que chacun a un peu ses stratégies, puis chacun a un peu sa ligne éditoriale ou son style, mais c'est de trouver chacun un peu, c'est ça, comme son angle dans lequel on est à l'aise. Puis peut-être qu'on ne rejoint pas tous exactement les mêmes publics ou le même genre de personnes, dépendant de notre style puis de notre approche, mais c'est vraiment essayer c'est ça, de rendre ça amusant à lire sans non plus pervertir les données puis trop tourner les coins ronds. Tu sais, moi, je trouve que c'est le défi. Ouais, c'est vrai c'est un défi aussi. Moi, c'est l'aspect que je trouve intéressant là-dedans, le côté ludique aussi, parce que quand on te propose un sujet, tu es quasiment. À chaque fois, je me demande comment je vais m'y prendre. Tu sais, il y a vraiment comme une espèce de quête, comme le disait Martin. Puis ça, je trouve ça vraiment excitant à chaque fois, mais c'est un peu stressant aussi. Puis tu te dis, OK, comme quel angle je vais prendre? C'est sûr qu'avec, par exemple, avec les laborats, on ne traite pas juste de sciences pures, mais on va vraiment traiter de différents sujets qui touchent aussi les sciences sociales. Donc, à chaque fois, c'est un peu... c'est des personnages scientifiques, mais il y a quand même tout le temps l'aspect vulgarisation qui est intéressant là-dedans. Donc, mais à savoir qu'est-ce qui fait que c'est réussi, c'est difficile à dire. Ça vient vraiment du feedback qu'on a avec le public là aussi. Ouais. Moi, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. C'est vrai que ça part de... On a quand même, bon, il y a des informations à transmettre. C'est hyper important parce que faut pas le perdre de vue. Après, il y a la question qui se pose du à qui est-ce qu'on va s'adresser, et surtout celle qui est hyper excitante, c'est comment on va s'adresser à ces personnes-là et réussir à transmettre cette information, et du coup travailler la mise en scène, travailler le scénario, etc., sans perdre de vue l'information. Mais en même temps, en effet, comme disait Martin, il faut pas que ça devienne scolaire, parce que sinon, mais moi je trouve que ça perd un peu de l'intérêt, et en plus, en tant que dessinatrice, c'est quelque chose que je trouve un tout petit peu moins aussi moins intéressant à dessiner. Donc voilà, c'est pour répéter ce qui a été dit. En effet, l'information, pas perdre de vue, mais pas décorréler de la mise en scène, quoi. Puis quand vous êtes au début d'un projet, comment vous vous y prenez? C'est quoi votre stratégie? Est-ce que vous êtes toujours en contact avec des scientifiques, des chercheurs qui travaillent sur ce sujet-là? Ou est-ce que vous recevez juste de l'information? Comme Martin disait, vous mettez toute cette information-là en forme, puis finalement c'est beaucoup trop, puis là vous essayez de trouver le fil narratif là-dedans. C'est quoi votre stratégie habituellement pour travailler? Alors là, c'est une grosse difficulté qui se produisait, enfin pour moi en tout cas, chaque fois que j'ai visité un laboratoire et que j'ai rencontré des scientifiques, je suis toujours rentré chez moi avec une quantité d'informations qui était à peu près 10 fois ce dont j'avais besoin. Et il y a un énorme travail d'élagage qui se fait un peu naturellement et aussi un peu volontairement. C'est-à-dire qu'il peut y avoir plein d'aspects intéressants dans un laboratoire, mais de fait, il ne faut pas parler de cet aspect-là, il ne faut pas parler de celui-là, il faut en choisir un ou deux, ou de préférence un seul, pour être intéressant, pour pouvoir traiter ce sujet-là, parce que les scientifiques, il faut un petit peu les freiner dans leur enthousiasme. Je pense que peut-être je ne suis pas le seul à avoir cette expérience-là. Et ils sont... et puis, il y a une chose qui nous appartient à nous, auteurs, c'est justement d'arriver à traiter un sujet, et pas de manière scientifique. C'est pour ça que je trouve que c'est intéressant d'avoir un parcours où on n'est pas du tout scientifique, on est dessinateur et on découvre le sujet, des sujets que je ne connais pas. La physique des particules, j'étais très content d'arriver dans un laboratoire en disant je ne sais pas du tout ce que c'est, allez-y, expliquez-moi. Et c'est justement là que c'est intéressant, et c'est là que c'est intéressant de transmettre ça en langage de tous les jours et pas en jargon scientifique aussi. Et ça, curieusement, les scientifiques l'apprécient beaucoup, mais eux-mêmes ne savent pas toujours le faire autant que les profanes, comme nous. Ouais, c'est important de travailler main dans la main avec les scientifiques, ne serait-ce que parce que moi, à chaque fois que je vais à la rencontre de scientifiques qui m'expliquent leur sujet d'étude, j'ai l'impression de tout comprendre. Sur le moment, c'est génial. Et je rentre chez moi, et 2 heures plus tard, quand on me demande de réexpliquer,
c'est fini. Et en fait, ça, c'est problématique parce que si nous-mêmes, on ne comprend pas, si nous-mêmes, on n'est pas capable de réexpliquer quelque chose, comment est-ce que le lecteur, lui, il va pouvoir comprendre ce qu'on essaie de lui transmettre? Et c'est là que le travail avec les scientifiques, les allers-retours qu'on fait avec eux servent à ça aussi, c'est-à-dire à remettre, donc à ce qu'ils nous réexpliquent une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à ce qu'on comprenne qu'en effet, comme disait Jean-Yves, qu'on arrive à sortir les informations essentielles qu'on veut transmettre. Et enfin, nous, dessinateurs, réussir à le redire de manière compréhensible. Oui, ben, c'est ça aussi. En fait, des fois, on veut comme faire attention aussi d'essayer de tout dire parce qu'il y a une sélection à faire, en fait. Puis c'est aussi l'espace qu'on a aussi, c'est d'utiliser l'espace qu'on a, comme par exemple avec l'élaborat. Je sais que j'ai 2 pages. Puis la BD, c'est beaucoup de la gestion d'espace, là. Donc, qu'est-ce que je peux raconter en 2 pages? Puis à chaque fois, j'ai un sujet différent à chaque chronique, comme par exemple si je parle des robots ou si je parle de la dépression ou des sujets comme ça, ben, je vais sélectionner 3, 4 choses que je pense qui peuvent être intéressantes pour mon public, comme par exemple public préadolescent. Mais après ça aussi, il faut que je me garde l'espace pour rendre ça intéressant, c'est-à-dire intégrer ça dans un fil narratif. Tu sais. Donc, d'avoir une petite mise en situation au début qui fait que mes personnages vont être amenés à parler de ce sujet-là, puis aussi me garder de l'espace pour la conclusion. Donc, c'est beaucoup toute cette espèce de... C'est un peu comme faire une courte pointe. Ouais. Mais ouais, c'est super intéressant tout ce que vous avez dit. Puis moi, effectivement, je suis un peu l'intrus qui a un passé scientifique à la base. Puis par les gens qui font pas nécessairement de la vulgarisation, qui sont pas dans le dessin, c'est souvent perçu comme un avantage, mais c'est effectivement vrai que c'est pas nécessairement un avantage, voire ça peut être un désavantage, parce qu'on n'apprend pas du tout à communiquer comme ça en sciences. La communication scientifique prend une toute autre forme. Les communications scientifiques sont construites de manière complètement autre que les communications de vulgarisation. Donc, il faut vraiment déprogrammer son cerveau quand on fait de la vulgarisation. Puis ça, il y a quelques scientifiques qui sont bons pour le faire, mais il y en a beaucoup qui sont moins bons, pour être polis. Donc, c'est pas toujours évident. Puis, un projet avec lequel j'ai beaucoup appris, tu en as glissé un mot tantôt, ça fait presque 2 ans que je suis en résidence artistique avec le réseau de recherche en santé bucco-dentaire et osseuse du Québec, qui a comme un titre pas super sexy. C'est la 2e image, je pense, dans les images que je vous ai envoyées. Puis, dans le fond, qu'est-ce qui est super le fun de ce projet-là, c'est qu'on est 2 auteurs de BD à avoir été payés un certain nombre d'heures semaine sur presque 2 ans pour faire des rencontres. Non, c'est pas ça. Ça, c'est pas la bonne personne. On a été payés, dans le fond, pour faire des rencontres avec les chercheurs du réseau, puis on était assez libres. Ça, c'est vraiment le fun d'avoir une liberté, oui, exactement. Une liberté de création. Non, c'est celle qui était exactement ça. Une liberté de création, le temps de parler, de rencontrer, un peu le même genre de choses que Jean-Yves fait, enfin, je crois, là, de la manière que je me l'imagine en ayant lu son livre. Là. Donc, des visites de labo. Puis un peu comme il disait, moi j'en revenais des fois avec des 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures d'entrevue. Puis là, évidemment, il faut comme choisir quelque chose là-dedans. Puis c'est souvent comme c'est un mélange du sujet qui m'intéressait le plus, mais pour lequel j'avais peut-être plus de facilité à imaginer un fil narratif. Puis après ça, avec les chercheurs, comme oui, c'est sûr que j'aime ça valider des données factuelles, mais des fois, la plupart des gens, ça se passe super bien. Mais tu sais, c'est pas tout le monde qui est 100% d'accord avec l'angle, avec le fil narratif, avec l'approche. Mais là, tu sais, ça, c'est une question pour moi qui relève plus du créateur puis de l'auteur. Mais en même temps, je pense que la majorité aime avoir, je pense que Jean-Yves le dit un peu, aime avoir ce regard-là externe sur leur travail. Il y a plusieurs chercheurs qui m'ont dit wow, OK, c'est vraiment le fun parce que moi, je le voyais pas vraiment comme ça, ou j'avais pas vu cette métaphore-là, ou puis il y en a au moins 2, 3 dans le réseau qui m'ont dit ah, mes enfants puis ma femme ou mon mari ont fait un peu mieux compris qu'est-ce que je faisais. Donc ça, comme ça, quand tu demandes, c'est quand vous savez que c'est réussi, quand tu te fais dire ça, tu fais comme OK, ça devait être quand même pas trop mal. Ça m'est arrivé. Pardon, vas-y Jean-Yves. C'est une bande dessinée, un reportage sur un télescope très, très pointu, très nouveau, qui avait été traduit aux États-Unis, juste 4 pages pour le laboratoire américain qui était partenaire du laboratoire français. Et j'ai eu un retour quelques temps après. Un scientifique a transmis à mon contact en France et
il lui a dit « Ah, vous direz au dessinateur que ma femme a adoré cette bande dessinée parce que enfin elle a compris ce que je fais. Ah, c'est génial. C'est vraiment bien. Ouais, c'est ça. Des fois, en plus, on s'enthousiaste pour des choses que les chercheurs voient même plus. En fait, je sais que moi, j'ai bossé dans un labo de physique des solides. Et ils m'ont présenté leurs machines, genre vraiment comme si on ouvrait une porte en disant bon voilà, ça c'est un cryostat, et bien je me suis fait genre pardon, genre une seconde s'il vous plaît, enfin, genre on peut peut-être s'arrêter 2 minutes pour parler de ça. Et c'est vrai que ça permet voilà, de remettre des fois de leur dire qu'il y a des choses qui sont vraiment folles, et en fait en effet quand tu bosses dedans, je pense tous les jours, bah, tu sais que c'est fou, mais tu te rends pas compte à quel point c'est impressionnant pour le grand public. Or, bah, mine de rien, nous, on est le grand public aussi. Et puis vous parliez que est-ce que vous, quand vous travaillez certains d'entre vous, en tout cas directement avec des scientifiques dans des laboratoires avec des chercheurs, et on en a touché un peu, on commence à parler un peu de ça, mais si vous voulez élaborer, c'est quoi l'avantage que vous pensez pour les scientifiques de travailler avec des artistes comme vous? Est-ce que vous sentez que vos travaux ont peut-être eu un impact sur leur travail aux scientifiques? Ou sur leurs femmes? Ben, c'est une bonne question, là. Comme il y a un silence, je vais prendre la parole. Mais c'est des questions que je me suis souvent posées, puis on en a parlé justement au RSBO, puis dans d'autres tables rondes ou panels. Mais je pense que c'est dans le. Je sais pas, il y a cette question-là du regard externe un peu des fois qui peuvent les aider justement à prendre un pas de recul puis à revoir des fois des trucs. Parce que tu sais, les scientifiques sont souvent comme, surtout aujourd'hui, hyper spécialisés, travaillent sur des sujets hyper pointus. Puis ça m'arrive souvent, surtout dans le cadre de la résidence artistique, là, où est-ce que c'est vraiment des rencontres de chercheurs, où est-ce que finalement, tu sais, ma BD, des fois pour eux, est peut-être sur un truc, pas nécessairement banal, mais tu sais, sur un processus plus générique en biologie cellulaire, tu sais, que comme tout le monde qui travaille en biologie cellulaire comme connaissent les voies de signalisation, puis blablabla. Puis eux, ils travaillent sur un truc beaucoup plus pointu, mais pour moi, juste ça, comme si je suis capable d'expliquer le cadre général au lectorat, c'est déjà comme, wow, c'est super intéressant. Puis après ça, le détail des protéines exactes, là, de toute façon, c'est probablement un peu plus pointu. Mais bref, je me suis fait dire aussi, juste, il y a des chercheurs dans le réseau qui travaillent directement dans des milieux hospitaliers, puis ils sont là, wow, la BD, ça va vraiment nous aider aussi dans nos rencontres avec les patients, puis avec la famille des patients aussi, pour justement un peu mieux expliquer, par exemple, nos traitements expérimentaux, puis de où ça vient, puis parce que souvent, ils ont juste pas le temps de. Des fois, c'est pas qu'ils sont pas capables de vulgariser, mais c'est juste qu'ils ont tellement de tâches puis de projets à gérer, tout, que ben, ça prend du temps. Là, faire, ben, je pense qu'on le sait, nous tous et toutes, là, mais ça prend du temps à faire de la vulgarisation. Il faut l'avoir, puis souvent, c'est un luxe que les chercheurs n'ont pas. Donc, je pense que ça vient apporter ça. Moi, je n'ai pas cette problématique-là de travailler avec les scientifiques. Là. Donc, j'aimerais ça pouvoir le faire plus, d'avoir ce luxe-là de pouvoir aller dans des laboratoires pour parler avec eux, mais je travaille plus avec l'équipe de Curium qui me permet qui m'oriente vers des articles ou des trucs comme ça. Donc, je travaille plus, j'ai pas cette problématique-là d'avoir à partir de l'information. J'ai eu à le faire quelques fois pour d'autres projets, là, mais pas pour quand je travaille avec les laboratoires. Puis les laboratoires, est-ce que c'est des sujets que tu suis ta curiosité ou c'est des sujets qui te sont proposés par Curium? Comment ça fonctionne? C'est une bonne question. En fait, au début, on voulait vraiment partir des questions que les lecteurs nous envoyaient. Souvent, on le fait, mais je me suis rendu compte, des fois, c'était des sujets bien trop pointus qui étaient comme qui ne rejoignaient pas le public. Puis aussi, j'ai réalisé qu'il y avait mon plaisir là-dedans, ma curiosité, c'est ça qui me motive aussi beaucoup, là, c'est de dire, j'ai vraiment le goût de parler de tel sujet ce mois-ci. Donc, mais évidemment, c'est quand même une sorte de gymnastique parce qu'il faut que je pense à mon lectorat, qui est un lectorat préadolescent. Puis je sais que l'équipe de Curium, pour eux, c'est très important. Donc, il faut que je pense à des problématiques qui les ramènent vers une espèce d'actualité. Il y a tout le temps l'aspect historique aussi. Je ne sais pas si vous avez cet aspect-là, parce que quand on parle d'un sujet, il faut vraiment partir historiquement. Il y a tout le temps un petit bout là, où je dois parler de l'histoire un peu, d'où ça vient, les premières découvertes dans ce sujet-là. Donc, il y a cet élément-là.
Mais pour revenir à ta question, oui, c'est ça. C'est vraiment beaucoup moi qui propose des sujets à l'équipe de Curium. Puis après ça, eux autres me disent, ouais, ça, ce sujet-là, souvent, ils vont les refuser parce qu'ils en parlent déjà dans un autre numéro, dans un autre article. Puis eux autres, ils veulent qu'il y ait de la diversité. Puis aussi, le but des Laboras, c'est beaucoup de divertir malgré tout. Même si il y a l'intérêt là, d'avoir un contenu, d'apprendre des choses, mais ça reste quand même du divertissement à travers tout je sais pas il y a un côté un peu péjoratif là, au mot divertissement, mais tu sais, c'est le côté plus léger en fait du magazine, malgré le fait qu'il y a des éléments scientifiques qui sont expliqués. Oui, puis effectivement, je pense que dans beaucoup de publications où il y a une zone bande dessinée, c'est souvent un peu la zone ludique, moins de texte, plus visuel. Donc, même quand on traite de sujets complexes et des fois trash, ça reste que c'est ciblé dans nouveaux projets aussi, j'ai remarqué. C'est quand même, on fait « Ah, enfin une bande dessinée, ça nous allège tout à coup. » Vrai, tu trouves que dans nouveaux projets, c'est perçu par le lectorat comme une... Juste pour placer Jean-Yves puis Héloïse, Nouveau Projet, c'est quand même un magazine culture, société quand même assez intello. Oui. Puis moi, j'avoue que mon reportage n'était pas particulièrement amusant, je pense. J'ai jamais eu cette perception-là. Non, ben c'est ça, mais c'est juste que parce que c'est une bande dessinée, on pense automatiquement que ça va être ludique pour divertir. Donc après, c'est intéressant pour certains artistes d'aller avec ça ou d'aller peut-être contre cette première perception-là, mais effectivement. Par rapport à des longs textes, en tout cas, on n'a pas la même perception d'un sujet en BD, je pense. Après, est-ce que vous divertissement, on ne dit pas appauvrissement de l'information. Enfin, genre, c'est vrai qu'on a tendance à penser péjoratif, alors que c'est pas du tout un truc à prendre de manière péjorative, quoi. C'est une manière de transmettre l'information qui est franchement pas pire que d'être super ennuyeux, quoi. Enfin, genre, pourquoi être ennuyeux quand on peut transmettre l'information de manière un peu plus sympathique? Oui, puis de toute façon, l'information est intéressante. Je veux dire, Exactement. Quand on est curieux, apprendre des choses, c'est divertissant, moi, je trouve. Exactement. Ouais. C'est la meilleure manière d'y arriver, surtout, parce que si on est ennuyeux, on perd le lecteur assez vite. Ouais, voilà. Il n'y a pas du tout envie de s'ennuyer, et surtout dans une publication, il y a plein de choses sérieuses. La bande dessinée, ça joue sur un code de séduction et de légèreté aussi, dont on profite bien. Je trouve que c'est très bien d'utiliser cette légèreté pour, à certains moments, justement, de plonger dans un sujet plus compliqué et de pouvoir l'amener sans en faire trop. Mais c'est un moyen excellent pour ça. Et d'ailleurs, les scientifiques adorent s'en servir comme outil de communication. Et ils ne s'en privent pas. Ça a énormément circulé. En France, on a la fête de la science une fois par an. Et dans les fêtes de la science, les pages en poster au mur, les pages ou pas mal de pages qu'ils peuvent avoir, ils les utilisent joyeusement. Et c'est très bien parce que ça attire tout de suite les groupes qui viennent visiter les labos. Ouais, c'est ça. La science, c'est pas ennuyant, hein. Du coup, pourquoi est-ce que nous, on le ferait? Tout à fait. Exact. Ben, Richard parlait de sa courte pointe tantôt. Je ne sais pas si vous pouvez montrer la troisième image que je vous ai envoyée. Là. Tu sais, quand je parle de mise en récit, puis justement, là, ça rejoint un peu comme le volet divertissement versus le volet plus sérieux. C'est vrai que dans les formats hyper courts, ça peut être compliqué, mais moi aussi, j'essaie toujours d'aller chercher, c'est la troisième image, je pense, d'aller toujours avoir une amorce puis de venir boucler la boucle. Puis ça me permet aussi d'essayer d'incarner, ouais, c'est ça exactement, c'est là le sujet dans le réel. C'est le truc dont je parlais, là, le périphyton, c'est comme des cyanobactéries, des micro-algues qui vivent dans une glu que sur les roches ou sur les quais semi-émergés. Puis c'est juste au tout début, tu sais, j'étais là comme, OK, mais ça va être quoi mon fil narratif? Puis je montrais, vous pouvez la laisser l'image juste 2 secondes. Dans le fond, je vais juste montrer les personnages, tu sais, qui vont se baigner. Puis le gars, il pèle sur la roche, c'est dégueulasse, il s'assoit dessus, il l'avait pas vu, c'est tout gommant, c'est collant, c'est dégueu. Puis là, après, je viens expliquer un peu l'expérience, le travail, pourquoi est-ce qu'il y a une doctorante qui s'est intéressée à ça, qui l'exposait à des pesticides, blablabla. Puis tu sais, c'est très succinct, là, c'est short and sweet, ça va un peu droit au but, puis c'est juste pour montrer que le sujet de recherche existe. Puis à la fin, j'essaie de venir boucler la boucle, tu sais, avec le fameux gars qui s'est assis dedans, puis qui allait se baigner, puis la fille, finalement, qui s'émerveille, tu sais, de cette espèce de petite glu-là à laquelle personne fait attention. En général, on ne connaît pas ça. Moi-même, même comme biologiste, je ne connaissais pas trop ça. Puis, donc, c'est toujours d'essayer d'aller chercher
Donc, ici, c'est pas nécessairement comme un super gros divertissement. Là. On va rire aux éclats, puis on va s'en rappeler, mais c'est vraiment d'essayer d'aller chercher au-delà du didactisme pur qui montre les faits A, B, C, mais c'est vraiment d'aller chercher un peu l'histoire. Puis ça peut être de mettre en scène la visite du labo, ça peut être de mettre en scène le terrain des chercheurs, ça peut être de faire une mise en scène historique, comme Richard le rappelait, rappeler les grands pans historiques. Je pense qu'Héloïse, elle le fait un peu dans son livre aussi, avec un personnage historique qui raconte un peu l'histoire des amputations. Donc, il y a plein de stratégies qui existent. Je sais que Jean-Yves, dans son livre, il se met plus en scène qu'il visite les labos. Mais pour moi, c'est ça, c'est comme de trouver un peu son filon pour raconter une histoire qui fait que c'est amusant à lire, puis que tu n'es pas en train de te dire « Ah, je vais aller lire un livre qui va m'expliquer des choses scientifiques. » Parce que ça, la plupart des gens, ils n'iront pas le faire, sauf quelques geeks. Fait que c'est ça qui est comme de lire quelque chose puis d'en apprendre sans comme trop s'en rendre compte un peu si on veut. C'est ça que je trouve qui est intéressant. C'est vrai que c'est la force aussi de notre médium, de pouvoir jouer visuellement, puis c'est de trouver même, que ce n'est pas obligé d'être des gags, mais quelque chose qui amène un sourire. Puis je pense que c'est l'avantage qu'on a, puis il faut jouer avec ça. Puis souvent, à chaque fois, c'est toujours un défi, je me dis, qu'est-ce que je vais trouver visuellement? Puis juste en faisant des lectures, puis en faisant quelques croquis, il y a des idées qui émergent. Je trouve ça toujours magique, là, peu importe le sujet, il va y avoir des petites idées comme ça. Puis, comme par exemple, l'exemple que j'avais visuel, c'était celui sur les robots. Par exemple, à un moment donné, j'essaie d'expliquer les différentes parties, puis je me suis dit, je vais présenter ça comme un plan IKEA, donc juste avec le style IKEA. Déjà, il y a comme ça amène une espèce d'humour comme ça. Donc, il y a souvent des petites idées que je trouve le fun. C'est comme ça qu'on s'amuse en gardant le côté informatif. Ce serait dommage de s'en priver parce que la BD, c'est quand même les effets spéciaux les moins chers du monde. Tu peux envoyer des personnages dans l'espace. C'est vraiment bien dit. Ouais, c'est formidable comme médium. On a une double page blanche et après, il n'y a plus qu'à nous de la séquencer dans le temps et dans l'espace et puis en faire ce qu'on veut comme support d'information. C'est tellement bien. Ça permet de faire toutes les échelles qu'on veut, de passer de l'infiniment petit à l'infiniment grand avec un personnage qui tient une planète dans une main et un atome dans l'autre. Et ça, c'est quand même un luxe, une certaine fantaisie et qui est assez royal comme moyen. Oui, c'est ça. Puis on a quelques questions qui nous viennent aussi des gens qui nous écoutent, qui demandent de vous en parler un peu. C'est quoi les défis principaux là, d'essayer d'être, par exemple, d'être concis ou d'être visuel? Est-ce que vous avez un exemple d'un sujet peut-être particulièrement difficile que vous avez eu à vulgariser? Peut-être que c'était pas du tout visuel ou très compliqué. Puis comment vous y êtes pris pour le travailler? En fait, c'est toute la question et la difficulté est là. C'est choisir ce dont on veut parler. En fait, le sujet choisi, il y a 100 000 manières de le traiter et il faut en choisir une simple et la garder sur la durée de la séquence qu'on veut travailler, que ce soit 2 dessins, 1 page, 10 pages. En ce qui me concerne, je travaille sur des séquences assez courtes et je séquence en chapitres. Mais effectivement, c'est là le cœur de la question. Quel angle choisir et comment traiter et comment dessiner. Et une fois qu'on a répondu à cette question, voilà, on a fait la bande dessinée. Il y a des sujets aussi qui sont plus difficiles. Par exemple, moi, j'en ai fait un sur l'anxiété. Dès que ça touche un peu la maladie mentale, c'est pas de la maladie. En tout cas, dès qu'on touche à des sujets comme ça c'est délicat, comme par exemple aussi le TDAH. J'en ai fait un sur le TDAH. Puis c'est toujours ramener le côté positif malgré tout. Là. Donc, parce que le danger, c'est on parle du trouble du déficit d'attention ici. Donc, de ne pas juste montrer les aspects négatifs parce qu'on s'adresse à des gens beaucoup de gens qui peuvent être affectés par ça. Donc, c'est de trouver l'aspect positif aussi là, dans tout ça parce qu'il y en a un, évidemment. Et parfois, on est amené à traiter des sujets scientifiques qui sont en effet très abstraits. Mais ce qui est génial, c'est que déjà dans la bande dessinée,
on a accès à un langage graphique très riche et très dense qui nous permettent de représenter beaucoup de choses, malgré tout, même les choses les plus abstraites. Et puis, on trouve toujours des choses à dire si on n'arrive pas à représenter vraiment l'objet en lui-même, à choses à dire autour, en fait. Les conséquences que ce concept a sur autre chose, les scientifiques aussi, parce que c'est important de parler de l'humain dans la science et du coup raconter des expériences, voilà, le quotidien des scientifiques qui travaillent sur cette chose très abstraite, etc. Au final, c'est tellement riche la BD que, alors c'est compliqué, il y a des choses qui, en effet, qui sont compliquées à traiter, mais je pense qu'il y a toujours des solutions. Voilà. Mais ouais, c'est pour continuer là-dessus, il y a des sujets qui sont peut-être effectivement moins graphiques. C'est sûr que dès qu'il y a des machines ou je sais pas, un aspect déjà visuel dans le cadre de recherche, ça aide beaucoup. Dans la dernière année, j'ai fait un truc en sciences sociales sur les habiletés parentales avec les jeunes ados, dans les directives. Fait que c'est beaucoup dans la conversation, les dialogues. Fait que oui, il peut y avoir des exemples évidemment de mise en scène puis de scènes de la vie quotidienne, mais c'est un 2 pages. Fait que, puis avec beaucoup de concepts, donc beaucoup de textes. Souvent, c'est quand j'ai des collaborations aussi, quand c'est plus des commandes là, avec des chercheurs, il y a toujours l'aspect justement de... Les autres sont habitués d'écrire des textes. Fait que c'est pas eux qui font les textes, c'est quand même moi qui fais les scénarios, mais ils veulent toujours beaucoup rajouter de détails ou de nuances. C'est toujours un peu un défi dans la vulgarisation. Donc, comment... il faut simplifier sans sursimplifier, mais il faut faire attention de toujours mettre des nuances puis du conditionnel partout aussi, parce que là, des fois, ça va juste perdre le lecteur qui va lui-même comme interpréter peut-être un peu tout croche les propos. Donc, souvent, les défis, pour moi, sont là. Puis là, quand il y a beaucoup de textes, c'est comment gérer ça, la gestion de l'espace, puis donc, c'est pas toujours évident. Mais je pense qu'à la plupart du temps, j'y arrive, là, mais c'est souvent un casse-tête. J'ai souvent l'impression que il y a comme les jeux pour enfants là, avec des formes géométriques là, où est-ce qu'on rentre des formes. Là. Des fois, j'ai l'impression que les chercheurs avec qui je travaille là, essayent de rentrer le carré dans le rond, là, puis là, ils frappent. Là, parce qu'ils veulent rajouter du texte, là, ou comme j'ai tout fait mon découpage, puis là, comme ils veulent rajouter 3 paragraphes, puis là, je suis comme, oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais avec ça? Toujours du texte. Ouais, toujours trop de texte. Ça, c'est vraiment un des gros défis, le texte, ouais. De ne pas alourdir trop avec le texte, effectivement. Et en même temps, on fait de la... Pardon, je dis en revanche, il y a des choses qui se montrent plus facilement aussi à bande dessinée. Enfin, je pense à ma BD sur les amputations, par exemple, où c'est vrai que quand je présentais le projet, même à mes proches, et tout de suite, quand tu dis amputation, les gens ils disent ah, mais j'ai pas du tout envie de regarder ça, de manière, ce qui est dommage. Et en fait, en dessin, il y a plein de choses qui passent beaucoup mieux, il y a une distance, il y a comme graphiquement, c'est pas réaliste, hein, on montre ce qu'on a besoin de montrer sans avoir... Et voilà, il y a des choses qui le dessin facilite vachement l'information sur des notions. Je pense que c'est pareil pour l'anxiété ou pour ces sujets-là dont tu as parlé un peu précédemment, en fait. Voilà, merci au dessin, quoi. Oui, puis de ce que vous nommiez, de l'idée de justement l'importance de faire des choix, d'être concis dans le texte, mais en même temps de garder une certaine nuance, parce que la science est toujours complexe, puis ça reste des fois des conclusions temporaires ou des conclusions partielles. Puis est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que vous pensez que de toucher peut-être à des sujets polarisants ou des sujets plus d'actualité, tu nommais l'anxiété? Comment vous y êtes pris des fois pour des sujets qui ont besoin de ces nuances-là? Est-ce qu'il y a une place pour votre opinion d'artiste et d'humain dans votre bande dessinée scientifique? Oui, sans doute. Il y a surtout qu'on ne peut pas tellement ne pas la mettre, son opinion, parce qu'elle finit toujours par transparaître d'une manière ou d'une autre. Et son avis, ou ne serait-ce parfois que sans même s'en rendre compte par les choix qu'on fait. Et les sujets qu'on décide de traiter. Un jour, j'avais traité un sujet sur le nucléaire et je me suis rendu compte, d'une part, que les gens qui avaient accepté de me faire visiter leur site, ils commençaient un petit peu à être pas tout à fait d'accord avec la manière dont j'en parlais.
alors que j'avais absolument pas l'intention d'en dire du mal. J'ai entendu dire des gens qui étaient pro-nucléaire, qui étaient favorables au nucléaire, que quand même j'étais un peu dur, je les attaquais beaucoup, et que les gens qui étaient contre le nucléaire trouvaient que je faisais la promotion du nucléaire. Moi, ça me va très bien. Je trouve que j'étais entre les deux et que j'étais là pour faire un reportage et un documentaire. Et que finalement, j'avais mis là-dedans tout un tas d'idées qui pouvaient être contradictoires et qui laissaient penser que disons que mon avis personnel sur la question ne transparaissait pas parce que c'était pas la question, mais de fait, il transparaissait malgré moi, sans vouloir voir un avis tranché, je suis pour, je suis contre. Et je trouve que c'est là que ça devient intéressant aussi. Bon, là, on n'est pas tout à fait dans le domaine scientifique, mais dans le reportage, le documentaire technique, ça peut concerner aussi un laboratoire qui un jour va avoir des activités comme par exemple les laboratoires qui utilisent des animaux. Ça fait beaucoup de polémiques. Donc, c'est intéressant de savoir en parler d'une manière nuancée et de ne pas avoir des avis trop tranchés ou trop militants, parce que c'est pas la question, je pense, dans le documentaire scientifique d'être militant. Je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis par rapport à ça, parce que en ce moment, on voit que la science peut devenir vraiment un sujet super sensible, alors qu'on fait juste parler de science, puis des gens qui vont interpréter ça comme de l'opinion. On vit vraiment une période un peu difficile par rapport à ça, puis je trouve que ça rend en fait ce rôle-là encore plus important d'essayer, mais en même temps, c'est sûr qu'on a toujours une opinion, puis c'est difficile de le cacher aussi. Mais oui, c'est sûr qu'il y a des sujets et des thématiques qui sont plus polarisantes. Là. Surtout, j'ai l'impression que depuis 1 an en pandémie, les gens sont trop devant leur écran sur les réseaux sociaux, puis comme ont une opinion sur tout, puis ils cherchent à tout dénoncer. Puis juste un exemple, dans ma résidence artistique, j'ai rencontré une anthropologue médicale donc, qui travaille à la faculté de médecine dentaire à l'université McGill, puis en tout cas, qui a des travaux super intéressants, puis qui permettent de prendre un pas de recul vraiment intéressant sur les pratiques en médecine dentaire. Puis elle a entre autres travaillé avec des communautés autochtones, donc de Premières Nations au Québec. Puis au début, moi, j'étais vraiment parti dans un angle. Voici une occasion intéressante de parler d'une thématique qui touche certains enjeux en milieu autochtone au Québec. Puis, en tout cas, bref, j'étais parti sur un filon, puis elle parlait beaucoup aussi de l'histoire du sucre, comment le sucre est apparu dans l'histoire, comment est-ce que ça a détérioré notre santé dentaire par rapport à il y a peut-être plusieurs siècles où il y avait peut-être moins de problèmes dans plusieurs populations. Puis là-dedans, j'avais essayé d'insérer un peu des enjeux en contexte autochtone, puis elle était comme un peu, on marche sur des œufs, penser que la question autochtone au Québec et au Canada actuellement, c'est pas nécessairement polarisant, là, mais disons, en tout cas pour ceux qui sont au Québec, on sait tous les événements qui sont arrivés dans les derniers mois, donc c'est des questions quand même qui sont délicates, puis c'est des enjeux très complexes. Puis au début, j'étais un peu déçu de peut-être retirer cet aspect-là, puis j'ai réfléchi, puis on a regardé des alternatives, puis finalement, j'ai juste décidé de réorienter le sujet, puis pas nécessairement comme une forme de censure ou d'autocensure, je ne sais pas quoi, mais je pense que dans la place que j'avais, ça prenait plus. Ça aurait pris plus de place. Il aurait fallu que je prenne plus de temps pour l'approfondir, puis je reviendrai peut-être dans les prochains mois. Mais c'est ça, des fois, il y a des sujets, je pense qu'il faut plus que 4 pages ou plus que 8 pages, puis il faut peut-être rencontrer encore plus d'intervenants pour venir bien l'approfondir. Puis à un moment donné, je pense qu'on a quand même une responsabilité d'aborder les sujets de la manière qu'il faut. Puis des fois, c'est ça, il y a peut-être des questions qui demandent plus de recherche. Donc, c'est des choses qui arrivent. Puis il faut avoir l'humilité, je pense, des fois mettre un paquet de feuilles de côté, un storyboard de côté, le laisser reposer, puis revenir plus tard. Oui. Merci beaucoup. Écoutez, c'est vraiment passionnant. Je pense qu'on pourrait continuer encore longtemps. On va peut-être faire un dernier tour de table pour clore. On a eu une question de Kat qui demande est-ce que vous avez un conseil pour quelqu'un qui voudrait faire carrière en BD scientifique? Puis on va en profiter en même temps qu'on fait le tour de table pour montrer où on peut vous suivre sur vos médias sociaux et tout ça pour continuer à suivre votre travail. Donc voilà, ouais, super. OK, donc on voit tout de suite maintenant où vous pouvez nous suivre, donc génial. Donc peut-être, s'il y en a un d'entre vous qui veut se lancer,
Si vous avez un Je conseil sais pour pas. quelqu'un. Oui. Moi, un élément que j'ai appris en faisant ça, c'est le personnage, en fait. Évidemment, c'est toujours une question de point de vue, là. C'est sûr qu'on peut se mettre soi comme personnage, mais c'est de ne pas perdre de vue le personnage qui amène le côté. Je pense que c'est comme le meilleur moyen d'entrer dans une histoire. Puis même en vulgarisation scientifique, je pense que, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, je trouve que c'est le personnage qui est comme mon moyen d'accompagner quelqu'un dans un sujet, là. Donc, je trouve de ne pas perdre de vue le personnage, ça pourrait être. Parce que dans le fond, on raconte quand même une histoire, même si c'est comme c'est l'élément à ne pas perdre de vue, là, selon moi. Mon petit conseil. Voilà. Super, merci, Richard. Je peux dire une chose que je dis souvent quand je donne des cours, ça m'arrive de discuter avec des élèves, et je pense qu'il est très important de garder le contact avec le dessin à vue et le dessin de croquis, d'observer en fait, observer la nature, observer autour de soi, pas hésiter à faire des croquis, à attraper comme ça des vues, et en fait ça me permet aussi de dire que dans le domaine scientifique, en France en tout cas et un peu partout, CNRS, pendant très longtemps, le dessin faisait partie de leur formation parce que c'était aussi une manière, avant la photographie et même après, jusqu'au XXe siècle, et c'était une manière très efficace de mémoriser, de comprendre ce qu'on étudie. Plus maintenant, et c'est dommage, et peut-être que nous, les dessinateurs, on retrouve un peu de cette tradition-là en dessinant des aspects scientifiques, des domaines scientifiques, que ce soit très réaliste ou que ce soit un peu décalé avec de l'humour, mais le dessin est un média très efficace pour ça, et l'observation. J'ai toujours tendance à inciter les dessinateurs en herbe à observer et à faire des croquis. Merci. Moi, je rajouterais là-dessus. C'est toujours se poser la question, je pense qu'on l'a dit au début, c'est peut-être Héloïse, mais à qui on s'adresse. Puis de garder un message, là, vraiment penser, là, dépendant de l'espace que vous avez, mais au message, puis à quelques lignes. Il faut garder ça quand même assez simple, parce que oui, les questions scientifiques peuvent être très larges, très complexes. On va faire une entrevue d'une heure, 1 heure et demie, puis comme il y a plein de pistes, il faut vraiment essayer de ramener ça à un message le plus simple possible autour duquel on va construire une histoire pour faire une mise en récit, parce que sinon, on va se perdre. Donc, moi, j'essaye... en fiction, je ne suis pas nécessairement la personne qui va faire les plans les plus détaillés, mais en documentaire ou en reportage, j'ai vraiment une étape qui est très importante à l'écrite pour structurer ma BD. Sinon, sinon rapidement, ça dérape, puis j'ai trop de contenu pour l'espace que j'ai. T'as pris... T'as pris mon conseil, c'est vrai que je voulais revenir sur... Non, c'est pas grave, je leur dis. Hein. Du coup, la répétition, c'est important. La synthèse des informations, en effet, en vulgarisation, c'est un peu ça le nerf de la guerre aussi, c'est qu'on arrive avec des tartines d'informations et il faut réussir à simplifier, à synthétiser tout en restant le plus juste possible. Et c'est tout ça l'enjeu aussi de la vulgarisation scientifique. Merci beaucoup. Merci Héloïse Chauchois, Jean-Yves Duhoux, Martin PM et Richard Vallerand pour votre participation et vos belles réflexions. Pour ce qui est des gens qui restent avec nous pour le festival, la prochaine émission à 15h, c'est Parlons BD avec Louis Rémillard, donc ne manquez pas ça. Puis on remercie encore une fois les éditions Michel Quintin, notre commanditaire, pour cette belle activité. Donc merci, puis au plaisir de lire vos ouvrages très prochainement.